Bonsoir à tous et merci pour votre présence à ce meet-up consacré à Safe. Est-ce que les gens qui sont sur le chat m'entendent bien? Oui, c'est OK. Très bien. Donc les personnes qui sont sur le chat pourront poser des questions à travers le chat. Comme le meet-up comporte beaucoup de slides, vous pourrez poser vos questions entre chaque chapitre, ce qui nous permettra d'aller jusqu'au bout dans le temps imparti. Les différentes notions qu'on va aborder ce soir vont vous paraître peut-être un peu abstraites au début, mais elles seront approfondies tout au long de la présentation. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Laurent Pépin, je suis Scrum Master depuis 2014 et j'utilise le framework Safe depuis 2020 chez BPI France en tant que Scrum Master d'une équipe agile au sein du train Assurance Export. Alors, certains d'entre vous se demandent pourquoi une simple introduction au framework Safe. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que Safe est un framework très complet qui va impliquer toutes les couches de l'entreprise, du développement jusqu'à la direction. Donc c'est un framework très riche et très complet pour lequel il est impossible de voir l'ensemble des concepts en 45 minutes. Donc j'avais plusieurs façons de présenter ce meet-up et j'ai préféré vous proposer un condensé de la formation Safe qu'on appelle Leading Safe. C'est une formation qui est dispensée en 2 jours et que je vais essayer de résumer en 45 minutes. La seconde raison, c'est que malgré mon expérience de 2 ans sur Safe, j'ai encore pas mal de choses à apprendre et à expérimenter. Et c'est pour cela que je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes vos questions ce soir. Donc ce meet-up vous propose une présentation générale de Safe et va vous donner les principes clés. Vous aurez également un formulaire à la fin de ce meet-up où vous pourrez donner donc votre retour sur ce meet-up, mais également les thèmes que vous souhaitez aborder pour des meet-up futurs. Donc la finalité de la présentation de ce soir, c'est donc vous donner les outils pour être autonome dans la découverte de Safe. Alors pour cela, on va utiliser le site web scaleagileframework.com qui est un modèle visuel du framework Safe et une base de connaissances très bien documentée. Pour chacun des slides que vous allez voir, vous trouverez une documentation complète sur les concepts qu'on allait aborder. Donc je vous montre tout de suite comment il fonctionne. Donc en allant sur le site, vous arrivez donc sur ce visuel sur lequel vous pouvez cliquer sur n'importe quelle des icônes. Par exemple, sur le programme Backlog, si vous voulez des informations complètes, vous cliquez dessus et le site vous propose une définition avec d'autres liens. Donc toutes les icônes sont cliquables évidemment. Donc vous retrouverez la documentation de cette manière-là. Vous avez également une autre ressource qui est le scaleagile.com qui donne une présentation générale de Safe. Vous pouvez retrouver des formations, la communauté Safe, des articles, des podcasts, etc. Donc le programme de ce soir, c'est donc de voir dans un premier temps les grands principes de Safe, puis les différentes implémentations de Safe en fonction des besoins et de la structure de l'entreprise. Les 7 compétences qui font le fondement de Safe. Puis on fera un focus sur la compétence de l'agilité d'équipe et l'agilité technique, qui vous donnera une vision de l'organisation des équipes agiles au sein d'un train Safe. Puis on finira sur la compétence de delivery, où on verra donc le développement en cadence, la part du DevOps dans Safe et les pipelines de livraison continue. Voilà, donc pour commencer, qu'est-ce que le framework Safe? Eh bien, Safe, c'est un schéma d'organisation qui vise à déployer à grande échelle les méthodes agiles. Il permet de faire travailler plusieurs équipes agiles ensemble et permet de mettre en place une culture et des pratiques agiles, de l'expression du besoin jusqu'à la production et du développeur jusqu'à la direction de l'entreprise. Donc Safe va introduire des rôles et des cérémonies spécifiques. Donc Safe
est un développement de concept qui a été formalisé par Dim Leffingwell. Il y a des mises à jour constantes sur le framework et on est actuellement à la version 5. Donc là où Scrum propose uniquement un framework pour le développement, SAFe, lui, va proposer un framework d'organisation agile pour l'ensemble des couches de l'entreprise. Et donc pourquoi utiliser SAFe? Donc il y a 4 raisons principales. Donc une mise sur le marché plus rapide. SAFe va aider à prendre des décisions plus rapidement, à communiquer plus efficacement, rationaliser les opérations et rester concentré sur le client. Il va également améliorer la qualité. Comme nous allons le voir ce soir, la qualité intégrée est l'une des valeurs fondamentales de SAFe. Il va permettre également une augmentation de la productivité. On va augmenter la productivité des équipes en permettant d'éliminer le travail inutile, en identifiant les retards et mettre en place une amélioration continue. Enfin, SAFe permet un meilleur engagement des employés. La mise à l'échelle agile avec SAFe aide les collaborateurs à atteindre l'autonomie, la maîtrise, leurs objectifs qui sont des facteurs clés pour libérer la motivation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade déjà? Non? Donc, nous allons voir dans un premier temps les configurations possibles de SAFe. En fait, SAFe se compose de 4 couches distinctes. Chacune des couches va faire intervenir des rôles, des cérémonies, des principes, des compétences et des artefacts. Donc pour bien comprendre ce concept, on va repasser sur le graphe. Quand on parle de couches, en fait, on parle de ici, j'ai perdu le laser. Les couches, en fait, c'est ceci. Des rôles, des artefacts, des cérémonies qu'on retrouve ici, également là, ici pour la couche large solution et ici. Donc, il en existe 4. Donc la première, c'est la couche team. Elle représente l'équipe agile qui vont travailler dans des itérations synchronisées. La seconde, c'est la couche programme qui permet de synchroniser les équipes agiles au sein du train. Je reviendrai sur le concept de train un peu plus tard. On a également la couche large solution qui va synchroniser plusieurs trains et la couche portfolio qui va porter les fonctions de planification stratégique, le budget, la vision, l'architecture d'entreprise, etc. Ce soir, on va s'intéresser exclusivement aux 2 premières couches, la couche team et programme. Donc les 4 couches qu'on a vues précédemment, elles vont permettre de mettre en place une organisation SAFe autour de 4 configurations possibles. Donc les configurations sont les suivantes, le essentiel, large solution, portfolio et full. Chacune d'entre elles, par l'intermédiaire des couches, va introduire des rôles, des artefacts, également des compétences. Les compétences, c'est sur le graphe ce qu'on retrouve ici. Chacune de ces compétences va être utilisée dans chacune des configurations possibles. Donc la première configuration essentielle, c'est la configuration de base qu'on retrouvera dans toutes les configurations. Elle est composée donc des couches programme et team. Elle s'articule autour du train SAFe et de son programme backlog. On va y retrouver les équipes agiles, le Release Train Engineer, le système architecte, le product management, qui vont être organisés autour d'un programme incrément. Elle va introduire des compétences, les 3 que l'on voit ici, donc le Lean Agile Leadership, le Team and Technical Agility et l'Agile Product Delivery. La configuration suivante est la large solution. C'est celle qui va permettre de mettre en place la synchronisation de plusieurs trains. Elle ajoute à la configuration essentielle la couche large solution et va introduire les rôles de Solution Train Engineer,
solution manager et solution architecte. Et également la notion de solution backlog. La suivante est la configuration portfolio qui va impliquer la direction de l'entreprise dans la démarche agile. On ajoute donc la couche portfolio à la configuration essentielle pour introduire les rôles d'Epic Owner, entreprise architecte, ainsi que la notion de portfolio backlog qui va alimenter le programme backlog. Ainsi, le budget de l'organisation va être aligné sur les cycles de développement des trains. Et enfin, donc, la dernière configuration, la full, qui va reprendre l'ensemble des couches, donc les 4 couches que l'on vient de voir. Voilà pour les configurations. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui. On parle de plusieurs rôles dans le cas de configuration, mais c'est des rôles qui ne sont pas a priori pour Scrum que je connaissais pas. Non. Est-ce que tu vas y revenir ou pas? Oui, on va revenir, on va voir ça en détail. Là, je vais vous donner la présentation globale en fait, de cette configuration. Donc, toutes ces notions, on va les voir. Comme je dis, on va voir la couche programme et la couche team en détail. Mais en effet, ce sont des rôles qui n'existent pas dans Scrum. En effet. Où on retrouve uniquement dans la couche programme l'équipe agile avec le SM, le PO et l'équipe de dev. Et ce sont des rôles nouveaux introduits par SAFe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a dans le chat peut-être? Non? Ok. Donc, comme nous l'avons vu, chacune des configurations va faire intervenir plusieurs compétences SAFe. C'est difficile de présenter SAFe sans parler de ces compétences. Mais bon, je vais passer rapidement sur ces compétences et on reviendra, comme je vous l'ai dit, sur les deux principales qu'on retrouve dans toutes les configurations, la Team and Technical Agility et Agile Product Delivery. Donc là, SAFe s'appuie sur ces 7 compétences et vous trouverez également une description plus complète au niveau de notre site web. On retrouve ici les configurations que nous venons de voir, vous les retrouvez ici via les onglets. Okay. Et sur l'onglet Overview, vous retrouvez les compétences que je vais vous exposer rapidement. De la même manière, lorsque vous cliquez sur l'une de ces compétences, ça vous emmène sur un descriptif complet de cette compétence. Certaines compétences ne vont pas se retrouver dans certaines configurations. En fait, tout dépend de si la configuration en question a besoin de cette compétence ou non. Par contre, donc, les compétences Lean, Agile Leadership, Team and Technical Agility et Agile Product Delivery vont être retrouvées dans l'ensemble de ces configurations. Donc, la première, c'est le Lean Agile Leadership. C'est une compétence qui décrit comment les leaders de la transformation, donc les dirigeants, les coachs agiles, conduisent et soutiennent le changement organisationnel de l'entreprise. En effet, l'état d'esprit des collaborateurs est très important dans cette transformation. Et donc, 3 axes pour insuffler cet état d'esprit. Le premier dirigé par l'exemple. Donc, les dirigeants fournissent à l'organisation des modèles de comportement attendus, comme la coopération, la prise de responsabilité, l'autonomie, le droit à l'erreur, l'innovation. Également, donc, l'état d'esprit où l'organisation intègre l'INAGILE dans toutes ses décisions et ses actions. Et enfin, diriger le changement, où l'organisation va créer l'environnement et fournir les ressources nécessaires pour atteindre les résultats. La seconde compétence, c'est donc l'agilité d'équipe et l'agilité technique, qui s'articulent également sur 3 axes. Donc, la mise en place d'une équipe agile, composée d'un Scrum Master, d'un PO, d'une équipe de dev, qui va être interfonctionnelle, comme dans Scrum. Des équipes qui vont coopérer au sein d'un train et la qualité intégrée qui va être au cœur du process de développement et de livraison, via des pipelines de livraison, des tests auto, etc.
La troisième, c'est la livraison agile de produits. La livraison de solutions et de produits doit également être agile. L'entreprise doit être agile de l'expression du besoin jusqu'à sa mise en production. Donc là, SAFe diffère de Scrum, car là où Scrum ne donne qu'un cadre pour le cycle de développement, SAFe prend en charge l'ensemble des cycles de production. Donc on va retrouver ici une livraison de produits qui va être assurée par le fait de placer le client au centre de chaque décision via le design thinking, développé en cadence au travers d'itérations, de programmes incréments, de release on demand, notion sur laquelle on va revenir juste après, et en utilisant DevOps et la pipeline de livraison continue pour produire des livraisons rapides et fiables. La compétence suivante, c'est la livraison de solutions en entreprise. C'est une compétence qu'on retrouve dans la configuration large solution ou dans la foule. C'est une compétence qui décrit comment construire et faire évoluer de grandes solutions, donc des projets qui vont regrouper des centaines ou des milliers de personnes. Toujours sur 3 axes, donc comment appliquer les pratiques Lean et agiles dans toutes les chaînes de production, comment coordonner plusieurs trains vers une vision commune et comment faire évoluer le système en permanence. Ensuite, nous retrouvons la gestion Lean de portefeuille, compétence que l'on retrouve dans la configuration portfolio et full. Donc c'est une compétence qui aligne la stratégie en appliquant des approches Lean et systémiques au financement des investissements. Elle permet d'appliquer la méthode de travail Lean Agile au niveau stratégique de l'entreprise. Et un domaine d'activité de l'entreprise va être vu comme un flux de valeur. Le flux de valeur développe ses produits et ses solutions pour les clients de l'entreprise. La compétence suivante, c'est l'agilité organisationnelle qu'on retrouve également dans la configuration portfolio et full. Elle va permettre d'organiser ou de réorganiser l'entreprise autour du flux de valeur plutôt qu'autour de silos organisationnels. Le but étant de générer de la valeur dans le délai le plus court possible, avec donc une pensée Lean où toutes les personnes impliquées dans la livraison de solutions sont formées aux méthodes Lean et agiles et adoptent les valeurs, les principes et les pratiques. L'autre dimension est le Lean Business Operation, qui est une mise en place de l'amélioration continue dans le process qui fournit des produits et des solutions. Enfin, l'agilité de la stratégie, où l'entreprise doit être capable de changer rapidement de stratégie en cas de changement de conditions du marché. Et enfin, la compétence de culture d'apprentissage continu, qu'on retrouve également dans la configuration portfolio. Donc c'est l'ensemble des valeurs qui encouragent les individus à accroître continuellement les connaissances. On retrouve ces valeurs donc, dans les organisations apprenantes qui tirent parti des connaissances et de l'expérience de leur personnel et de leurs clients. Également dans la culture d'innovation, avec des employés encouragés à mettre en œuvre des idées créatives, qu'on retrouvera dans la dernière itération du programme incrément. On verra ça ici en détail un peu plus loin. Et dans le modèle Lean d'amélioration continue, basé sur une série de petites améliorations à expérience itératives et incrémentales qui vont permettre à l'organisation d'apprendre. Donc toutes ces compétences sont très importantes pour mettre en place SAFe. Et le niveau de maturité sur l'ensemble de ces compétences va être mesuré à chaque fin de programme incrément par l'ensemble des équipes du train. Voilà, j'en ai fini avec les compétences. Vous avez peut-être des questions sur ce chapitre ? Non ? Ok. Donc à ce stade, on a vu une vision générale de SAFe par ses principes et ses configurations. Voilà, mais
C'était nécessaire pour bien comprendre l'esprit Lean Agile de SAFe. On va maintenant rentrer dans le détail de l'organisation des équipes agiles en faisant un focus sur la compétence Team and Technical Agility. Alors, comme nous l'avons vu, cette compétence regroupe 3 dimensions. La première, c'est donc des équipes agiles interfonctionnelles avec le Scrum Master, le PO et l'équipe de dev. La seconde, une qualité intégrée au processus de développement. Et la troisième, des équipes agiles qui coopèrent au sein d'un train. Donc, les équipes agiles SAFe sont interfonctionnelles. Donc, pas seulement au niveau du cycle de développement comme on le retrouve dans Scrum, mais de la définition du besoin jusqu'au déploiement. Pour réaliser cela, l'équipe agile va intégrer des membres de l'équipe Ops. Les Ops, c'est donc les personnes qui sont chargées de l'intégration et de l'exploitation. Donc en fait, sur SAFe, on va casser les silos qui peuvent exister entre le développement et la production. Toutes les compétences qui permettent de mettre en production vont être réunies au sein de l'équipe agile. Comme on peut le voir là sur le schéma, on a des compétences dans les organisations dans certains silos et l'équipe agile va regrouper toutes ces compétences dans une seule équipe pour en faire une équipe capable de mettre en production, pas seulement donc développer, mais mettre en production et être en autonomie pour faire cette mise en production. Une des maximes de SAFe est You build it, you run it. Donc les équipes développent leur logiciel, mais sont aussi en charge de leur mise en production et de leur maintenance. La seconde dimension concerne la qualité intégrée. Dans une équipe SAFe, la qualité du code est intégrée tout au long du développement de la solution. Pour déployer des changements fréquents, la qualité doit être vérifiée de manière automatisée, rapide et fiable. Par des tests unitaires, on va utiliser donc le Test Driven Development pour faire cela. Également des tests d'intégration, des tests end-to-end avec les frameworks Selenium ou Karate DSL par exemple, qui vont couvrir les critères d'acceptance via le Behavior Driven Development. Cette automatisation va permettre de vérifier rapidement que les changements fréquents n'introduisent pas de régression. On va pouvoir également utiliser la mesure de bénéfice attendu par le Lean Agile qui consiste à déployer rapidement en production pour obtenir du feedback des utilisateurs. L'ensemble de ces tests vont être exécutés dans une pipeline qu'on appelle pipeline de build pour assurer une intégration continue jusqu'à un environnement intermédiaire. La pipeline de build, c'est un job, en général créé avec Jenkins, qui va, dans un premier temps, récupérer les sources de l'application dans un gestionnaire de sources, comme Git. Il va réaliser le build, les tests unitaires. Ça va permettre de générer un rapport Sonar, par exemple, où on va pouvoir faire des contrôles de métriques. Par exemple, s'assurer que 80% des lignes de code sont couvertes, voir le taux de duplication de lignes de code. Et on pourra donc bloquer en fait, le déploiement de cette version si jamais ça ne correspond pas aux métriques qui sont attendues. Si tout est OK, on pourra lancer les tests end-to-end, des tests de sécurité, voilà, tous les tests nécessaires. On aura également une seconde pipeline qu'on appelle le pipeline de déploiement qui, elle, va permettre le déploiement depuis cet environnement intermédiaire vers un environnement cible jusqu'à la production et donc jusqu'à l'utilisateur final. Donc ceci va permettre aux équipes agiles et aux trains de construire, tester, déployer sans être freiné par les silos organisationnels qu'on peut retrouver dans certaines entreprises, étant donné que l'équipe est complètement indépendante sur tout le cycle. La troisième dimension concerne l'Agile Release Train, donc le train. En
fait, le train, il est organisé pour aligner donc, plusieurs équipes agiles autour d'un flux de valeur. Le flux de valeur, c'est la séquence d'activités qui est nécessaire pour fournir un produit ou un service à un client. Le train va regrouper environ 50 à 125 personnes qui vont tous ensemble planifier, développer et déployer. Les équipes du train vont être synchronisées avec une cadence commune qu'on appelle le programme incrément. Le programme incrément, c'est en général 5 itérations de 2 semaines où toutes les équipes se synchronisent sur cette cadence. Les équipes vont partager une vision commune de ce qui est attendu au travers du programme backlog qui va contenir l'expression des besoins sous forme de features ou d'enablers. On reviendra sur ces notions un petit peu plus loin. Dans un train, dans chacun des trains, il y a des caractéristiques communes. La date de début de chaque incrément est connue, étant donné que l'on fait des programmes incréments de 5 itérations, évidemment, on sait à chaque fois quand un nouvel incrément va commencer. Un incrément du système va être livré à chaque itération et une cérémonie qu'on appelle le système démo va permettre d'évaluer le travail qui sera réalisé par les équipes du train. Donc, comme pour un sprint dans une équipe Scrum, la vélocité du train peut être déterminée. Au sein du train, les équipes vont appliquer Scrum, XP et toutes les pratiques de qualité intégrée. Toutes les personnes des équipes donc, sont dédiées au train et le programme incrément va être planifié lors d'une cérémonie qu'on appelle le PI Planning. Lors de la dernière itération de cet incrément, on retrouve l'itération qu'on appelle Innovation and Planification, qui permet de réaliser les estimations pour le prochain PI, de l'organiser et de travailler sur des sujets d'innovation. L'équipe va pouvoir travailler sur les sujets qu'il souhaite aborder. Voilà, et donc à la fin de chaque programme incrément, on a une cérémonie qu'on appelle Inspect and Adapt qui va permettre de montrer la solution développée pendant l'incrément. Donc toutes les équipes du train se réunissent pour faire cette démonstration. C'est là également que les objectifs du train vont être évalués et qu'une rétrospective à l'échelle du train va être réalisée afin de mettre en œuvre l'amélioration continue. Le train permet de synchroniser les équipes et donc de développer en cadence par l'intermédiaire des itérations et du programme incrément. Donc, dans ce train, on va retrouver certains rôles. Donc, le premier, c'est celui de Release Train Engineer. C'est donc la personne qui va faciliter l'exécution du programme incrément. Il est là pour supprimer les obstacles qui sont rencontrés par le train. Il va gérer les dépendances entre les équipes et veiller à l'amélioration continue. On va également retrouver le Product Management, qui est responsable de ce qui va être produit. Il va définir la vision de la solution au travers du programme backlog. Il va interagir avec les clients et les product owners pour comprendre et communiquer les besoins aux équipes de développement. On retrouve également le système architecte qui va définir l'architecture globale du système et qui va définir les exigences non fonctionnelles, comme par exemple la sécurité, la scalabilité, la compatibilité. On retrouve également les business owners, qui sont les parties prenantes du train, donc généralement les métiers de l'entreprise. On va également retrouver des équipes transverses, les équipes système, qui sont des équipes de support aux équipes du train. Donc ils vont apporter du support dans le domaine de l'architecture, des tests ou de la maintenance des différents environnements. On a également des services partagés, où on retrouve ici des spécialistes
qui sont indispensables au train, mais qui ne peuvent pas être dédiés à un train unique. Donc, par exemple, les personnes qui travaillent sur la sécurité, les DBA, voilà, ce genre de profil. Voilà pour cette compétence. Est-ce que vous avez des questions? C'est quoi la différence? Tu parlais de programme backlog. C'est quoi la différence avec un product backlog, par exemple, au sein d'une équipe? Enfin, pour un peu. Ouais, bonne question. Je vais revenir sur cette vue-là. En fait, pour ceux qui connaissent Scrum, l'équipe Scrum utilise un team backlog, un product backlog, dans lequel on retrouve les user stories et tout ce que doit faire l'équipe. Au niveau du train, le programme backlog, en fait, c'est un backlog, mais qui se situe au niveau du train. On y retrouve des features et des enablers. Les features, c'est également un expression de besoin, mais ce sont des demandes faites par le métier qui vont ensuite être décomposées pour venir dans le backlog de chaque équipe. C'est-à-dire que toutes les équipes du train vont puiser en fait les exigences dans ce programme backlog qui ont été mis par les PO, les PM. Okay, et pendant le PI planning, évidemment, ce programme backlog a été priorisé. Les équipes vont regarder les features et les enablers qui sont attendus, vont les découper tous ensemble pour en faire des US qui se retrouveront dans le backlog de chaque équipe. Ça répond. Des groupes de grosses US qui sont décomposés par équipe. Exactement. C'est une exigence fonctionnelle, mais qui est très macro, qui demande un travail d'analyse technique et qui va être estimé, macro-estimé, et ensuite découpé. Comme un Epic, mais multi-équipe, quoi. C'est ça, exactement. Une feature pourra être prise par plusieurs équipes du train, et donc chacun prendra une partie du besoin, et ce besoin se retrouvera dans les product backlog de chacune des équipes. Pareil pour les enablers, en fait, la feature, c'est vraiment la partie fonctionnelle, et l'enabler, c'est des demandes techniques demandées à chaque équipe, par exemple donc les évolutions de versions de base de données, ce genre de choses. Voilà. Vous avez d'autres questions sur ce chapitre? Non, je suis allé un peu vite, n'hésitez pas à revenir dessus si vous le souhaitez. Ok, si c'est bon pour vous, je continue donc avec la compétence Agile Product Delivery. Donc, on l'a vu également, la livraison agile de produits s'appuie sur 3 dimensions. La première, c'est une approche centrée sur le client pour définir, développer et déployer un flux continu d'éléments ou de produits ou de services. La seconde, c'est le développement en cadence, par les itérations, par le programme incrément. Et la troisième, c'est donc appliquer une démarche DevOps et utiliser une pipeline de livraison continue. Donc, nous allons voir ces trois notions. Donc la première, appliquer une vision centrée sur le client. Pour délivrer le bon produit au bon moment au client, le train va appliquer une vision centrée sur le client final. Et pour cela, il va se concentrer sur le client en alignant l'entreprise sur des segments d'utilisateurs spécifiques et ciblés. On va également essayer de comprendre le client en identifiant les besoins sous-jacents des clients. Penser comme le client pour voir le monde du point de vue du client. Construire des solutions complètes pour garantir une expérience sur le long terme avec le client. Et connaître la valeur du produit pour le client afin de créer une relation à long terme basée sur une compréhension claire des besoins
Donc les besoins exprimés du client vont être décrits au travers des features et des enablers. Le programme backlog va contenir l'ensemble des features, comme un produit backlog contient les US pour un produit, ce qu'on vient de voir. Donc chaque train va posséder son programme backlog. Le programme backlog va être raffiné tout au long de l'incrément. Les US vont implémenter les features et les enablers. Et le programme backlog va être priorisé par le product management et les PO grâce à la méthode WSJS. On reviendra dessus si vous le souhaitez. Le PI planning dont on a parlé, c'est donc une cérémonie qui va préparer le prochain incrément. Il se déroule toujours sur la dernière itération, l'itération 5, et il va permettre d'aligner toutes les équipes sur une mission commune. Alors, lors du PI planning, on trouvera toujours une présentation du contexte par la direction ainsi que la vision de l'entreprise. Pendant ce PI planning, il y aura des ateliers où chaque équipe du train va créer son propre plan et prendre des objectifs pour chaque itération et pour l'ensemble de l'incrément. C'est une cérémonie qui se déroule pendant 2 jours consécutifs, où tout le monde participe, tous les membres du train, les développeurs, les PO, enfin absolument tout le monde. Le product management va prioriser les features et la Scrum Team, pour chaque équipe, va gérer sa planification et faire des macro-estimations sur ces US. Donc ceci offre des avantages. Déjà donc une communication avec tous les membres du train. Ça permet également de créer un réseau social entre chaque membre du train. Il va permettre d'aligner le développement sur les objectifs avec un contexte commercial donné dès le début de cette cérémonie. Il va permettre également d'identifier les dépendances qui existent entre les trains, entre les équipes du train. Il va permettre également d'avoir la bonne quantité d'architecture, étant donné que l'équipe va savoir ce qui est demandé au travers des features. Mais voilà, ça permet de mettre en place ce qui est attendu, ce qui est demandé au travers des features et des enablers. Ça permet également de faire correspondre la demande à la capacité. Chaque équipe du train connaît sa vélocité et donc va pouvoir prendre uniquement ce qu'elle est capable de réaliser pendant cet incrément. Et ceci permet également de prendre des décisions rapides et des arbitrages rapides. Donc à la fin de ce PI planning, enfin déjà au début, donc comme on vient de le dire, il y a un contexte commercial qui est donné par le sponsor. On a également une feuille de route. Les principales features et enablers sont connus. Et donc, à l'issue de cette cérémonie, eh bien, chaque équipe va s'engager au travers d'objectifs. Les équipes agiles vont indiquer les objectifs qu'ils souhaitent prendre pour l'incrément qui va venir en fonction des features qui seront retenues. On va également avoir un programme board qui va être réalisé. On a un exemple ici. On voit en fait chaque équipe. Pour chacune des features qui sont attendues, eh bien, chaque équipe va faire sa planification, indiquer dans quelle itération cette feature sera réalisée et ainsi voir les dépendances qui peuvent exister entre chacune des équipes. Pendant cette cérémonie, chaque équipe aussi va indiquer les risques qui sont associés sur les engagements qui sont pris pendant cet incrément. On trouve ici un exemple de PI Planning qui a été fourni par BPI France.
On peut voir donc le programme de ces 2 jours. Hein, on voit que donc, sur la première journée, comme je vous l'ai dit, il y a un mot du sponsor, un mot de la DSI éventuellement, et puis donc une présentation business qui est faite par le Product Management. On va avoir aussi une vision technique des architectes qui vont porter les enablers de ce PI. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Team Breakout. C'est là où chacune des équipes du train, on peut voir les équipes ici. Donc chaque équipe, une fois que les features sont connues, dans chaque équipe, on va se retrouver pour indiquer pour planifier l'ensemble des features et des enablers qui seront réalisés pendant cet incrément. Donc comme on l'a vu également, ces équipes vont donc planifier, essayer de faire un découpage macro des US, indiquer les objectifs qu'ils souhaitent atteindre et les risques associés. En fin de journée, il y aura une revue du PI Planning où chaque équipe va indiquer les objectifs et les risques. Et ensuite, si nécessaire, un arbitrage s'il existe des conflits entre équipes. Sur la deuxième journée, il y aura une restitution des arbitrages, un second team breakout pour que les équipes puissent se caler suite aux restitutions. Puis une réunion où il y aura une restitution, cette fois-ci finale, donc des objectifs pour chaque équipe, les adhérences qui seront identifiées et la liste des risques. On termine le PI Planning avec un vote de confiance et une rétrospective à l'échelle du train afin de mettre en place un plan d'amélioration à chaque programme incrément. Alors, l'exécution du programme incrément pour un train safe, c'est une séquence d'événements qui va créer un système en boucle fermé pour maintenir le train sur les voies. Toutes les features et enablers prises dans le programme incrément vont être suivies au travers d'un Kanban. On verra donc l'évolution des features. Et on peut voir que les événements du train sont assez similaires aux événements qu'on retrouve dans une équipe Scrum. En Scrum, on va avoir le daily, la review, le backlog refinement, la rétro, l'iteration planning. Et bien, au niveau de safe, on va retrouver la même chose, donc avec des synchronisations entre Scrum Master via une cérémonie de Scrum au Scrum, où chaque Scrum Master va remonter les obstacles qu'il rencontre pendant son incrément. De leur côté, les PO feront de même. On aura un système démo qui permet de voir en fait ce qui est réalisé pendant l'incrément. Une préparation du PI Planning qui est faite tout au long de l'incrément. Une cérémonie d'inspect and adapt qu'on va voir juste après. Et donc le PI Planning dont on vient de parler. Donc voilà, c'est un système en boucle. Hein, et une fois que l'incrément est terminé, eh bien, on recommence cette boucle. Donc, dans le train, on va rencontrer donc, plusieurs cérémonies. Donc, le PI Planning dont je vous ai parlé, le Scrum au Scrum, qui est animé par le RTE. C'est donc une réunion hebdomadaire qui va coordonner les équipes du train et les dépendances et qui va donner une visibilité sur les progrès et les obstacles qui sont rencontrés par les équipes. Le PO Sync, qui est similaire au Scrum, mais cette fois-ci, ce sont les PO et le Product Management qui se réunissent également pour faire remonter donc, les progrès et les obstacles. Nous avons donc la préparation du prochain PI Planning qui, là, c'est des cérémonies qui se déroulent tout au long de l'incrément, tel qu'on le fait sur les revues de backlog lorsqu'on fait du Scrum. Nous allons retrouver également donc, la système démo où à chaque itération, une démonstration du système intégré est réalisée par l'ensemble du train.
et qui est montré donc aux parties prenantes. Ceci permet aux parties prenantes de donner un feedback sur le système qui est en cours de développement. On retrouve, donc là, on voit ici un exemple en fait de programme sur le système démo. Donc chaque équipe indique ce qu'il souhaite montrer aux parties prenantes et donc à l'ensemble du train. Donc en général les features qui sont terminées, qui sont done. Donc chaque équipe va faire la démo à l'ensemble du train de ce qui a été réalisé pour obtenir un maximum de feedback. On va retrouver également l'inspect and adapt qui se déroule à la fin de chaque PI. Donc là c'est une démonstration finale du système. Il va également, cette cérémonie va également permettre d'évaluer les objectifs qui ont été pris pendant le PI planning, où en fait les parties prenantes vont indiquer si les objectifs ont été remplis. Voilà. Le dernier volet, donc, c'est la construction d'une pipeline de livraison continue avec DevOps. DevOps, c'est la combinaison du développement et opération. Il s'agit d'un état d'esprit et un ensemble de pratiques. Ceci pour éviter donc, les possibles tensions qui peuvent exister entre les équipes qui créent les solutions et les équipes qui les maintiennent. La SAFe se propose de briser les silos qui existent entre les différentes équipes et intègre les ops au sein des équipes de développement. Ceci pour mettre en place une pipeline de livraison continue. Ainsi, DevOps va permettre aux équipes d'intégrer, automatiser, déployer sans passage de relais dans les différents silos. Donc, cette pipeline de livraison continue se compose de 4 cycles. Le premier, c'est l'exploration continue. Il s'agit du processus qui stimule l'innovation et favorise l'alignement sur ce qui doit être construit. Pendant l'exploration continue, de nouvelles idées sont soulevées, affinées, préparées, sous forme de fonctionnalités qu'on retrouvera donc dans le programme Backlog. Il y a quatre activités principales. Donc l'hypothèse où on capture les idées, on met en place donc les mesures nécessaires pour les valider avec le client. Ensuite, on va collaborer et rechercher pour travailler avec le client et les parties prenantes afin d'affiner la compréhension des besoins. Ensuite, l'architecture qui va permettre d'envisager une approche technique et permettre la mise en œuvre des livraisons. Et enfin, la synthèse qui organise les idées en une vision, une feuille de route. Ce sont donc les éléments hiérarchisés qu'on retrouvera dans le programme Backlog dont on vient de parler. Le second cycle, c'est celui d'intégration continue. C'est le processus qui consiste à prendre des fonctionnalités du programme Backlog et donc de les développer, les tester, les intégrer et les valider dans un environnement intermédiaire où ils seront prêts pour la publication, enfin le déploiement et la publication. Avec l'intégration continue, le système fonctionne toujours. Ce qui signifie que potentiellement tout ce qui est en cours de développement est déployable. Donc on retrouve également 4 activités. Donc le développement qui est donc l'implémentation des stories qui ont été embarquées dans le programme incrément où on va donc valider le code. On a la partie build où on va créer les binaires qui seront déployables. On va fusionner les différentes branches de développement. On va avoir une phase de test de bout en bout pour valider la solution. Et le stage
qui est la partie où on héberge, où on valide la solution dans un environnement de staging, avec les composants des autres équipes du train. Ceci donc avant de mettre en production. Le troisième cycle est celui de déploiement continu. C'est là où on va prendre donc les fonctionnalités qui ont été validées dans un environnement intermédiaire pour les déployer dans l'environnement de production, où elles seront préparées pour une potentielle publication. Donc on va retrouver donc la phase de déploiement où la solution va être déployée dans l'environnement de production. Une phase de vérification où on s'assure que les changements fonctionnent en production comme prévu avant qu'ils soient communiqués au client. On va surveiller les problèmes potentiels et donc cette phase-là permet de surveiller et signaler tout problème qui arrive en prod. Et cette phase de réponse où, si des problèmes sont détectés, venir corriger le plus tôt possible, toujours avant de publier au client final. Enfin, le quatrième cycle, la release on demand. La publication à la demande, c'est un processus qui déploie donc les nouvelles fonctionnalités en production et les publie au client. Donc vous avez sans doute bien vu que dans Safe, il y a une différence avec les processus traditionnels où lorsque le développement est terminé, que les tests sont faits, eh bien on va déployer en production et ces fonctionnalités vont être tout de suite mises à disposition du client. Là, dans Safe, l'idée est de déployer en production, mais ne pas ouvrir tout de suite au client. Et donc faire toute une série de vérifications avant que l'utilisateur puisse utiliser. Donc on peut faire ça sur sur une feature complète ou petit bout par petit bout, hein, US par US. Donc on va retrouver cette phase de release où on va fournir la solution aux utilisateurs finaux, donc de manière incrémentale ou complète. On va stabiliser et exploiter pour s'assurer que la solution finale donc fonctionne d'un point de vue fonctionnel ou non fonctionnel. On va également mesurer pour quantifier si les fonctionnalités nouvellement publiées fournissent la valeur souhaitée. Et enfin, la phase de learn, où on va décider de ce qu'on vient de faire et préparer la prochaine boucle et voir quels sont donc les nouveaux besoins des utilisateurs. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Juste avant de prendre vos questions, quelques rappels. Donc la communauté agile CAPFI existe et donc vous pouvez la retrouver sur ce lien. Il y a également ce QR code où vous pourrez faire votre feedback sur ce meet-up et le formulaire va permettre aussi d'indiquer les sujets que vous souhaiteriez aborder lors de prochains meet-up. Et voilà, je vous laisse également mon mail si vous voulez me contacter directement si des questions vous viennent après ce meet-up. Voilà, merci pour votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Alors, en attendant qu'il y ait peut-être quelques questions sur le chat, moi j'en ai une. Là, on a vu un framework très structuré et assez complexe. Et je voulais savoir en fait comment dans une entreprise on allait vers ce type de framework. Est-ce que c'était lié par exemple à une crise dans une entreprise ou voilà, qu'est-ce qui motivait pour aller sur ce cadre de travail en fait? Ce qui motive principalement, c'est répondre le plus rapidement possible aux besoins des clients. En fait, l'idée là, c'est que toute l'entreprise devient agile. C'est-à-dire que dès que, comme on l'a vu dans
dans le cycle de livraison continue, dès l'exploration des besoins aussi, on est agile. Et l'idée là, ça va être de casser les silos. Peut-être d'expérience, vous avez vu que dans l'entreprise, il y a le développement de son côté qui va développer, va tester. Ensuite, son livrable, il va le pousser à une autre équipe qui va le mettre dans des environnements de tests, de recettes, de pré-prod, etc. Donc tout ça prend énormément de temps. Et donc l'idée, c'est de vraiment faire des équipes agiles qui vont être autonomes dans la prise du besoin jusqu'à la mise en production. Donc là, par rapport à une entreprise traditionnelle, la mise à disposition d'une solution va être beaucoup plus rapide. Merci. À la fin, tu as parlé de tests en production avant la publication au client. Oui. Ouais, quand j'ai parlé de ça, concrètement, ça je suis allé un peu vite, mais alors, il ne s'agit pas de tests, de vérifier que les fonctionnalités sont bien en place. C'est surtout de vérifier que tout est OK avant d'ouvrir. Évidemment, les tests sont faits avant, et les tests sont intégrés. Hein. On a vu les pipelines sont là pour ça. Dès qu'un commit est fait sur du code, ça va déclencher toute une série de tests. Le build, la couverture de code, etc. L'idée derrière ça, c'est juste que lorsqu'on met en production, on va quand même s'assurer que le paramétrage est bon. Parce que, comme tu le sais sans doute, tu peux aussi avoir tous les tests qui fonctionnent bien en pré-production. Et puis, lorsque tu passes en production, tu as oublié un paramètre ou quelque chose et ça ne fonctionne plus. Donc là, l'idée, c'est de s'assurer que le paramétrage est correct. Mais également aussi, on peut ouvrir les fonctionnalités qui vont être poussées à un utilisateur ou quelques utilisateurs qui vont faire les vérifications. Mais voilà, on découple en fait le déploiement de l'ouverture au client. Donc quand je parle de test, c'est plutôt de vérification que tout est OK. Tu as parlé aussi tout à l'heure du WFJS. Oui. D'accord. C'est que pour l'agilité à l'échelle, ça? Ça ne peut pas se faire aussi, ça ne se fait pas du tout. Si, je pense qu'on pourrait l'utiliser n'importe où. Hein. C'est juste une méthode qui va permettre, je peux revenir dessus peut-être sur le slide. C'est juste une façon de prioriser les features. Où en fait, ici, on va s'intéresser en fait pour chaque feature. On va regarder en fait le. Je vais me caler aussi. Voilà. En fait, ça va être un compromis en fait entre la valeur qu'apportera la fonctionnalité, si on la livre, et le temps qu'on prendra à la développer. Pour ça, en fait, on a un paramètre là, le job size. C'est l'estimation qui est faite par l'équipe de combien ça coûte à faire cette feature. Hein, et on va regarder la business value que va apporter cette feature. On va regarder également si la fonctionnalité elle est critique, si on est sur des échéances courtes, si on est sur des exigences légales, ce genre de choses. Et puis la réduction des risques, on va regarder si la fonctionnalité va résorber un risque ou va offrir des opportunités commerciales. Donc tous ces métriques vont être utilisées pour donner en fait un poids à cette feature. Donc oui, c'est utilisé dans Sage, mais ça peut être utilisé. On peut le faire pour un US par exemple. Alors, au niveau de l'US, je vais te dire non parce que quand on fait l'US, c'est-à-dire que ça a été déjà validé, la feature est prise, elle est dans l'incrément, donc là, on sait qu'il faut la faire. On va plus s'intéresser à la criticité, etc. On sait qu'il faut la faire, on la fait. Donc c'est vraiment pour prioriser un niveau programme backlog, pour dire est-ce que cette fonctionnalité qui, elle, va être décomposée en US, qui va prendre du temps à l'équipe, est-ce qu'elle est prioritaire par rapport à une autre? D'accord, c'est plus macro. Tout à fait, tout à fait. Et ce sont aussi, parce que là, la partie, est-ce qu'elle est critique ou pas, est-ce qu'elle répond à des exigences, c'est des notions aussi que le management connaît et pas forcément l'équipe de développement.
On a une question sur le chat qui démarre de la même problématique, donc du test de la fonctionnalité en prod en fait. C'est est-ce qu'il y a de bonnes pratiques? Comment ça peut être, je sais pas, intégré avec de l'A/B testing? Est-ce que ça remplace pour les métiers? On parle de feature flag ou d'autres. Est-ce que ces notions-là sont coordonnées à la fonctionnalité testable en prod et non ouverte? Oui, la feature flag, en fait, c'est ça. En fait, lorsqu'on va déployer en production, on va réaliser toutes ces vérifications. On va peut-être donner les droits à certains utilisateurs pour la tester. Et si tout est OK, on va juste changer un flag qui va dire OK, maintenant elle est ouverte à tous. L'idée, ça ne va pas être de redéployer, c'est juste un interrupteur. On dit OK, c'est bon. Donc là, il y a les équipes techniques qui vont vérifier que tout est en place, que la configuration est bonne. Il y a peut-être des utilisateurs qui vont aussi le tester ou faire des choix. On peut aussi envoyer en production des choses pour que l'utilisateur puisse le voir concrètement et ensuite fasse un feedback rapide qui entraînera un nouveau déploiement. Donc ça permet également de récupérer un feedback très très rapide, soit donc en utilisant cet interrupteur pour montrer ou pas, et pour obtenir du feedback. Et une autre question, est-ce que on peut transiter en fait d'un framework Scrum simple à ce type de framework? Est-ce qu'il y a comment on peut faire pour monter à cette échelle-là? Alors, c'est pas forcément évident. Donc, lorsqu'on est dans Scrum, on est dans cette couche-là. On utilise Scrum, on a une team backlog, et en fait, le programme incrément, au final, ce n'est qu'une série de sprints. Comme je vous l'ai dit, le programme incrément, c'est 5 itérations de 2 semaines en général, et donc on peut voir ça comme 5 sprints. Donc l'équipe Scrum s'intègre parfaitement. Après, pour monter à Safe, ça implique d'avoir tous ces nouveaux rôles. Sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Et ça implique aussi d'avoir ces pipelines de livraison. L'idée aussi, c'est d'être en capacité déjà d'intégrer le DevOps et de faire en sorte que chaque mise à disposition de features soit automatisée. De ne plus avoir de silos et pas être dépendant d'une équipe pour pouvoir mettre en production. Et ça, c'est assez difficile à mettre en place, ça demande une relation assez particulière, et avoir des ressources dédiées pour faire ça. Du développement jusqu'à la mise en production, il faut avoir toutes les compétences au sein de l'équipe. Et que l'équipe soit outillée de ces pipelines qui permettent de tout faire en automatique. Et en général, ce qui est mis en place, c'est que, pour ceux qui connaissent un peu le développement, un simple commit sur Git, par exemple, donc on vient faire une modif dans le code, va directement lancer toute cette pipeline, va vérifier tout le code, que les métriques sont OK, et potentiellement pourra envoyer en prod directement sans que personne n'agisse. Simplement, le fait de committer quelque chose pourrait, si tout est OK, se retrouver directement en production. Donc ça demande une mise en place aussi technique assez importante. Moi, je suis Scrum Master d'une des équipes du train chez BPI France. Il y a plusieurs trains chez BPI France. Dans le train, il y a plusieurs équipes agiles. Donc moi, je suis Scrum Master, je suis ici. Okay. Il y a d'autres questions?
un petit message pour dire, ben, maintenant, il n'y a plus qu'à. Ouais, alors surtout un petit message. Je sais que bon, ce que je vous ai présenté, je pense que c'est difficile à appréhender. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire. Il y a aussi des choses. Mais si vraiment le sujet vous intéresse, vous sentez. Enfin, si ça vous intéresse et que vous voulez rentrer dedans, ça prend beaucoup de temps. Hein. Moi-même, ça fait 2 ans que je travaille dedans et j'ai encore vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est des concepts qui sont durs à appréhender. Et qui diffèrent, pour ceux qui ont fait du cycle en V, ça diffère beaucoup et des fois on a des logiques qui nous empêchent de bien comprendre le fondement même. C'est pour ça que je parlais des compétences, ça a l'air de rien, mais il y a toute une culture derrière ça et ça prend beaucoup de temps à appréhender. Donc, ceux qui veulent vraiment approfondir les connaissances de SAFe, il faut passer par ce site-là qui va vous donner toutes les billes hein, pour bien comprendre. Et d'ailleurs, ça prend énormément de temps. Hein, tout est cliquable ici et il y a beaucoup de notions. Mais ce site web vous donnera toutes les informations dont vous aurez besoin. Et ce site est très important parce que pour ceux qui le feront, il y a aussi les certifications SAFe qui existent. Mais c'est pareil, c'est des certifs sur 2 jours où on passe en revue beaucoup de notions et qui ne permettent pas vraiment de comprendre forcément tout ce qu'il y a derrière SAFe. Donc c'est vraiment un travail personnel à faire et de prendre un petit peu de temps et d'aller creuser chacune de ces notions. Il n'y a plus de questions sur le chat. Je pense qu'on peut se quitter là avec cette vision de l'expérience et de le vivre pour mieux progresser. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. N'hésitez pas de passer sur la communauté ou de me contacter directement si vous souhaitez qu'on partage à nouveau sur ce sujet-là. Merci à vous.